Et bonsoir les amis, bienvenue sur ce live, un live exceptionnel avec un grand chef étoilé, un chef bien particulier, vous voyez avec un t-shirt de Airborne, qui est un groupe de hard rock australien. Il a une très très belle collection de t-shirts, notre chef étoilé. Alors en attendant que tout le monde arrive, je vais vous passer un petit extrait d'un documentaire qui date de 2012 et qui me rappelle l'émission que je produis qui s'appelle Heavy Metal Food, lorsque je vais à la rencontre de rockstars et où je leur porte de quoi festoyer avec de très bons produits. On va parler de la personne que vous allez voir dans ce documentaire parce que avec le chef Gilles Épier, il se trouve que tous les deux, bien sûr, on a la passion de la cuisine, mais on a la passion également de la musique. Voilà, je vous retrouve après ce petit extrait. Toujours gentil de leur part d'avoir de venir nous voir. Bon, eux d'abord, ils sont attirés comme tout le monde par l'estomac. C'est l'estomac qui les ramène. Parce que ces gars-là, dans les bus et tout ça, et quand ils sont dans les concerts, ils mangent très très mal. Ils mangent souvent des pâtes parce que ça leur permet de tenir la distance. Et puis après, il y a une relation d'amitié évidemment qu'on a avec eux qui est exceptionnelle. When I met Jill, it was my first experience hanging out with somebody who was a four-star chef, you know. And so I used to hang out in the kitchen and watch him prepare all the meals, and I was just fascinated by it. And sometimes you play your guitar? Yeah, I play my guitar, hang out, we get drunk, you know. I think probably one of the reasons that I love hanging out with Gilles so much is because he's got a great sense of humor. But he's a good guy to just sort of hang out with. He's very easygoing. He's very pleasant to talk to. You know, we used to talk about wine a lot and drink a lot of wine and smoke a lot of cigarettes. But he was great in the kitchen because he knew all his food so well. In one way, he was just an everyday guy, and on the other hand, he's this really, really talented chef that has a lot of passion for his ingredients and into the preparation of his meals and stuff. So we would have these like what would be an expensive dinner in a restaurant just on a weekend over at their house, and he would put it all together, and then the display between the two of them, the presentation was amazing. And this is just hanging around the house. So anyway, we just always had a good time. So I mean, I could tell stories for days. On va demander au chef Épier en direct de Los Angeles de se connecter. Salut chef. Salut, comment ça va? Écoute, moi ça va super. Ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bon, bah, je suis content d'être avec toi. Je vois qu'il y a du soleil chez toi et j'en ai chez moi aussi, donc c'est bien. Eh ben, écoute, c'est fantastique. Alors, chez toi, aujourd'hui, bah, c'est à Los Angeles, c'est ça? Voilà, c'est à Los Angeles, exactement. Et il est 10h du matin, 10h04 exactement. Est-ce que tu peux revoir un petit peu le cadrage, Gilles? Est-ce que tu peux? Voilà. Ben, il faut que tu sois au milieu de la case, tu vois. Là, oh, alors, bouge pas, on va faire concours de t-shirts. Ah ouais. Pour des t-shirts. Alors, je sais que tu es un grand fan de Guns N' Roses, puisque tu es ami intime avec Slash, donc on va en parler. Moi, je t'ai réservé une petite surprise parce que je pense que celui-là, le t-shirt, tu l'as pas. Non, je ne l'ai pas, mais je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Voilà, il est beau. Il est beau. Mais il ne fume plus depuis longtemps maintenant. C'est pour toi, mon ami. Ah oui, mais bon, c'est comme Lemmy avec la bouteille de Jack Daniels. Hein. Exactement. Donc, est-ce que tu peux juste un petit peu baisser tu vois, pour que tu sois, que tu aies ton visage, visage au milieu parfait. Là, attends, parfait. Voilà, je suis calé. Comme ça. Voilà, c'est parfait, tu es calé, c'est super. C'est super. Merci beaucoup, Gilles. Alors, pour ceux qui te connaissent pas, j'ai préparé une petite bio rapide. Hein. Rapide, et on reviendra comme ça sur les grandes étapes de ta vie, si tu le permets. Ça te va? Bien sûr. Alors, tu es né à Nantes en 1958. C'est ça.
tu commences à travailler à 14 ans comme apprenti. Et tu dis de cette période, j'ai vécu un apprentissage relevant de la torture. On va y revenir. Tu deviens le plus jeune chef étoilé de France. Donc, tu reçois ton étoile du guide Michelin à 22 ans. En 95, tu pars explorer la cuisine aux États-Unis. Alors là, tu pars sans parler un mot d'anglais. Donc, tu deviens chef de cuisine à l'Orangerie à Los Angeles, où tu introduis une note provençale dans ta cuisine. En moins d'1 an, donc l'année d'après, en 96, tu es élu meilleur chef d'Amérique par le magazine Food and Wine. C'est ça. Avec la cuisine donc que tu développes, c'est une cuisine donc franco-californienne. Tu impressionnes les stars. Alors les stars de cinéma, les mannequins, les hommes politiques et surtout les rockstars. C'est ce point-là qui va nous intéresser. Yes. Après 10 ans aux États-Unis, alors tu reviens en France. Tu me diras pourquoi, est-ce que la France te manquait? Tu reviens en France et là donc tu ouvres le Citrus Étoile et en compagnie de ta femme, Elisabeth. En 2013, le Citrus Étoile reçoit le Trip Advisor certificat d'excellence qui récompense, attention, les 10 meilleurs établissements dans le monde. Et c'est noté donc là par les voyageurs. C'est ça. En 2018, alors là, tu repars aux États-Unis. Alors là, tu passes de Miami où tu travailles donc au Juvia. Et 1 an après, tu reviens t'installer à Los Angeles où tu ouvres dans un petit quartier populaire de Los Angeles qui s'appelle Beverly Hills. Tu ouvres donc le Montage. C'est ça. En gros, c'est ça ta carrière. Oui, c'est ça. Dans les grandes lignes. Alors, mais oui, par contre, moi, tu m'intéresses beaucoup parce que quand je suis allé voir ton profil Instagram, parce qu'il faut savoir que c'est notre ami commun Arnaud Tabarek, également un chef étoilé, qui nous a, je dirais, mis en relation. Quand j'ai fait son entrevue, il m'a dit, il faut absolument que tu parles à mon ami Gilles. Donc, je suis allé voir sur ton Instagram et là, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Alors déjà, je suis jaloux par rapport à ta collection de t-shirts. Je pense qu'elle doit être peut-être aussi impressionnante que la mienne. Et puis, tout ce que tu fais depuis le confinement, où tu fais des recettes de cuisine plusieurs fois par semaine. On va reprendre peut-être un petit peu le cours de ta carrière. Quand tu as commencé très très jeune à faire de la cuisine. Donc, à 14 ans, c'était quoi? C'était une passion. À l'époque, on faisait beaucoup d'apprentissage aussi des métiers manuels. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait 2 solutions. C'est où on était très bon à l'école et on continuait les études, ou alors on nous mettait directement, on proposait aux parents, en tout cas, de mettre les jeunes dans le bâtiment, la peinture, mécanique générale, etc. Et la cuisine, parce que c'était un métier où quand on savait pas quoi faire des gens, la boulangerie, etc., tous les métiers de bouche, quand on savait pas quoi faire des jeunes, on les mettait là. Et puis, moi, j'étais passionné par la cuisine parce que c'était grâce à ma mère que j'ai appris à faire la cuisine. Okay. Et j'ai dit, je vais faire la cuisine parce que c'est un truc qui me passionne. Donc, ça a commencé comme ça. Okay. Et voilà. Tu as accompagné un grand chef français aussi qui est Alain Ducasse, c'est ça? Oui, enfin, vous avez commencé ensemble? Non, en fait, voilà. Moi, je connais Alain Ducasse depuis très, très longtemps puisqu'on a grandi ensemble. Hein. On se connaît très, très bien. On a pris tous les deux des branches différentes, mais on est toujours amis je parle pas souvent avec lui parce que maintenant Alain est passé sur un autre niveau professionnellement et il est très très occupé. Mais je sais que si j'ai besoin de quelque chose, je prends mon téléphone, je l'appelle, où qu'il soit dans le monde, il me rappelle dans les 10 minutes. Ça, c'est clair. Il y a une complicité, il y a une fraternité entre les chefs ou il y a je dirais une rivalité? Non, mais nous, il y a une fraternité parce que moi, j'ai grandi avec tous les chefs qui sont connus aujourd'hui. Je les connais tous très bien, ils me connaissent tous. Donc, il n'y a pas de rivalité. C'est surtout le fait qu'on se connaisse très bien, on s'aide les uns les autres. Et puis, on communique maintenant, évidemment, par Instagram. C'est plus facile de se donner des nouvelles, de savoir un petit peu ce que fait chacun. Mais bon, moi, je suis ici à Los Angeles, donc je suis complètement à l'écart de ce qui se passe chez nous. Mais malgré tout, je suis ce qui se passe chez nous, quoi. Donc, par Instagram en particulier. Alors, les réseaux sociaux, ça a changé beaucoup de choses. Il y a eu aussi l'apparition des téléréalités. Tu n'es pas forcément tendre par rapport, si je dirais, à ces jeunes, chefs qui sortent des téléréalités, qui vont taper chez le banquier pour ouvrir un restaurant.
Toi, tu dis quand même, il faut avoir des bases, il faut avoir des fondamentaux. C'est un peu comme la musique, peut-être. Tu vois, il faut aimer les groupes des 70, 80 pour pouvoir prétendre avoir une petite culture musicale. C'est exactement ça. Je pense que de toute façon, pour parler d'être un chef, un vrai chef, il faut au moins 10 années de cuisine et surtout la pratique. Il faut pratiquer, pratiquer, travailler, travailler. Et que, bon, beaucoup de jeunes, alors je ne suis pas les émissions de télé en France maintenant, mais le problème, c'est qu'on a fait croire aux jeunes que on pouvait devenir un chef et en l'espace de 3 semaines, 1 mois ou 2 mois, et que les banquiers se sont pris au jeu, ils ont prêté à des gens, qui se sont finalement qui ont finalement été au tapis parce que bon, il faut beaucoup plus de ça, beaucoup plus de 2 mois ou 3 mois ou 6 mois pour devenir signé, quoi. C'est un peu, tu sais, le côté éphémère qu'on a aujourd'hui avec les artistes. Tu vois, des artistes, voilà, qui sont des artistes flash, qui sont connus pendant une saison ou un single ou tu vois, ou un album et après qui disparaissent. La cuisine, ça a pris cette tendance également. Est-ce qu'il y a un effet mode? Est-ce que les restaurants ont le temps de s'implanter, développer une cuisine, etc. Ou alors c'est vraiment de la nouveauté pour la nouveauté? Je pense que tous les jeunes qui démarrent comme ça après avoir fait une émission de télé, par exemple, ils démarrent sur un succès qu'ils ont eu à la télévision. Mais après les gens, ça passe. Après 5-6 mois, les gens ont oublié. Donc, il faut continuer. C'est là où le professionnalisme joue sa carte. C'est-à-dire que si on n'a pas toutes les cartes du métier dans ses mains, après, il faut changer les menus. La restauration, c'est pas seulement être un cuisinier. Il faut aussi être capable de communiquer, capable de changer le menu, gérer, s'occuper des employés. C'est très compliqué. Donc, si on n'a pas toutes ces cartes dans ses mains, la vie devient difficile. Ça a été le problème de beaucoup de jeunes. Et toi, le fait d'être comme ça étoilé à 22 ans, est-ce que tu avais assez d'expérience? Comment tu as reçu cette gratification? Moi, quand j'ai eu une étoile à 22 ans, d'abord, à l'époque, il n'y avait pas évidemment d'Instagram ni de Facebook, etc. Il y avait le guide Michelin. C'est par fax qu'on a reçu on a reçu ça. Et je me demandais ce qui arrivait par fax. Et je croyais que le fax ne fonctionnait pas. Okay. Et je voyais ce papier qui arrivait. Et quand j'ai dit, mais on a une étoile, et moi, j'étais pas du tout dans cet esprit-là, puisque dans l'histoire qui est assez incroyable, c'est que mon patron, parce que moi, j'étais chef pour quelqu'un qui avait un restaurant qui avait 2 étoiles à Maison Lafitte, qui s'appelle La Vieille Fontaine, et j'étais chef pour là. Et il a acheté, après quelques temps, il a acheté un restaurant qui s'appelait le Pavillon des Princes à Roland-Garros. Et il m'a donné les clés du restaurant en me disant, écoute Gilles, j'ai besoin de quelqu'un qui tienne le restaurant là-bas, mais tu t'inquiètes pas, parce que le restaurant, il y a une petite salle de 35 couverts, mais il avait surtout pris ça, lui, pour faire des banquets, parce qu'il avait une grosse boîte à côté de traiteur. Il voulait remplir. Donc, c'est le Pavillon des Princes, et donc c'est énorme l'endroit. Ouais. Et il m'a dit, Gilles, voilà, tu vas prendre ça, pardon, j'ai fait tomber les lunettes, tu vas prendre ça, et puis tu vas juste t'occuper du restaurant, il y a 30 places. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire comme carte, etc. Donc, j'ai fait la carte, il a goûté les plats, et j'étais très jeune, parce que moi, j'avais commencé très jeune, donc j'avais beaucoup plus d'expérience. J'ai commencé à 18 ans, évidemment. Ouais, bien sûr. Et il m'a dit, Gilles, on va commencer comme ça. Et puis, on a créé pour la première fois, tous les deux, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, on a créé la carte menu. Ça n'existait pas en France, ni dans le monde d'ailleurs. Donc, ils l'avons créé. C'est-à-dire qu'on avait une carte sur laquelle il y avait 8 entrées, il y avait 6 poissons, il y avait 8 viandes et il y avait 8 desserts. Et tout ça était au même prix. Et je crois que c'était au prix de 115 francs à l'époque. Ah oui, donc 115 francs. Un plat, un dessert, pour le prix de 115 francs, avec un fromage. 20 euros. 20 euros. Bon, c'était incroyable, 115 francs. Et puis, quand on a démarré ça, il y avait un journaliste qui s'appelait Claude Lebet, qui travaillait pour l'Express à l'époque, qui vient et il mange. On venait juste d'ouvrir, donc le restaurant était fermé. Donc, mon patron, qui s'appelait François Clair, me dit, Gilles, on fermera le soir parce que ça n'a jamais travaillé le soir, cet endroit-là. Ouais. Et puis, Claude Lebet vient manger et puis il m'appelle et il me dit, écoute,
il me dit, il faut que actuellement je te rencontre parce que ce que je viens de manger là, c'est incroyable. Et l'histoire de la carte menu, qui a pensé à ça? Alors, je lui ai expliqué que c'était une combinaison entre mon patron et moi. Ouais. Et il m'a dit, voilà, écoute, prépare-toi parce que ça va travailler dur. Et c'était l'époque où les gens sortaient beaucoup. Donc, qui dépensait aujourd'hui, il gagnait demain. Aujourd'hui, l'époque a changé, c'était pas la même époque. Ouais. Et donc, on a commencé par cette petite salle de 30 couverts. Et puis, très rapidement, le téléphone a sonné et il y avait une salle derrière. François me dit, Gilles, on va aménager la salle derrière. On a aménagé la salle derrière et la salle derrière s'est remplie et le téléphone continue à sonner. Et on a aménagé une autre salle et du coup, il a arrêté les banquets, on n'a fait que restaurant. Et pendant des années, on faisait 160 le soir et 120 au déjeuner. Mais j'avais 22 ans et 32 cuisiniers qui travaillaient avec moi. Ouais. C'était une machine de guerre infernale. Et on était complet, je me souviens, au mois de juin. On était déjà complet pour jusqu'à la fin de l'année. C'était une époque de folie. Gilles, est-ce que tu nous parles d'une époque, bien sûr, qui est révolue, que les plus jeunes ne peuvent pas connaître, hein, bien entendu? Parce que là, c'est les années 70, c'est ça à peu près? Oui. Non, c'est dans les années 80, voilà. 84, 85, je crois. Ok, donc années 80. C'est bien, moi, c'est ma décennie préférée. Moi, je dis que c'est les années d'or, tu vois, les années 80. Surtout au niveau musique. On va y revenir tout à l'heure. Mais donc, dans les années 80, est-ce que quel était le comportement des clients au restaurant? Est-ce qu'il y avait plus de respect? Est-ce qu'il y avait ce côté encore exceptionnel où on s'habillait ou voilà, ou est-ce que c'était d'autres mœurs à l'époque? Le monde a complètement changé. Dans les années 80, la haute restauration, d'abord, je crois qu'il y avait que 15 3 étoiles en Europe. Okay. Donc, quand on devenait un jeune chef comme moi avec une étoile Michelin, c'était énorme parce il y avait peut-être que 300 restaurants en France qui étaient étoilés. Donc, on devenait une star automatiquement. Et il n'y avait pas ces moyens de communication. Et les gens avaient une approche différente de la cuisine parce que d'abord, c'était le renouvellement de ces cuisines traditionnelles avec les chefs d'un certain âge. Et on donnait les clés du camion aux jeunes. Et ça, c'était formidable. Et moi, il y avait toute la génération des Passard, des Conticini. Il y avait toutes ces générations, Jacques Maximin, Bernard Loiseau, Guy Savoy, etc. Guy Savoy qui est plus âgé que moi, comme Jacques, mais on était dans le même feeling. Donc, on avait la clientèle tournait, les gens dépensaient, les gens appréciaient, les gens conduisaient pour aller, ils n'hésitaient pas à 100 km pour aller manger. Ah, il faisait beaucoup de routes. Je me souviens que mon papa était fan des Trois Gros, tu vois. On était à Marseille, il allait donc c'était quasiment à Lyon, je crois que c'était les frères Trois Gros. Donc, à Rouen, il me semble, c'est à Rouen, et donc il faisait de la route. Ouais. Ça a changé, tu vois. Donc, le monde a changé, pas dans le bon sens, à mon avis, mais bon, les contrôles de police ont fait que les gens ne boivent plus. Ça a beaucoup changé, c'est devenu compliqué, mais bon, c'est autre chose. Les repas étaient plus longs aussi à l'époque. Les gens prenaient le temps de manger et restaient quasiment tout l'après-midi, c'est ça, non? Oui, et puis surtout les hommes d'affaires, ils n'étaient pas taxés sur les repas d'affaires. On pouvait, les entreprises, en France en particulier, ils sortaient, ils faisaient des tables de 6 couverts, 8 couverts, ça passait sur les frais de la compagnie. Aujourd'hui, ils sont taxés, ils ne peuvent pas dépenser plus que 50 ou 60 euros. C'est ridicule. Ça a tué le métier aussi. Ça a laissé les clés du camion à tous les hôtels, les grands palaces, et ça a fait beaucoup de mal à la restauration en particulier, surtout aux jeunes qui s'installent aujourd'hui. Tu as eu donc un très beau parcours en France et en 95, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir partir aux États-Unis comme ça? En 95. Tu parlais pas anglais en plus. Bon, t'avais à peine 40 ans, c'est ça, voilà. J'avais 35 ans. Ok. J'avais 35 ans. Non, mais c'est une histoire assez incroyable parce que peu de gens connaissent l'histoire. C'était un vendredi 13 en février. Okay. Je suis parti, j'ai pris l'avion. J'ai décidé de changer ma vie. Je suis arrivé à New York sans un mot d'anglais, sans papier, avec 2 sacs. Ok. Et j'avais un copain
j'avais un copain qui est très connu en France, qui s'appelle Patrick Geffroy, qui est un garçon qui a 2 étoiles en Bretagne, qui a vendu son entreprise maintenant, qui est resté avec moi pendant 15 jours à Paris pour préparer mes bagages, parce qu'il fallait, j'avais des économies et il fallait changer l'argent en dollars. Ok. Et comme on ne voulait pas passer pour des voyous, il m'a aidé à changer mon argent. Pendant 15 jours, on allait sur les Champs-Élysées, changer notre argent et on faisait des petits paquets pour mettre dans ma veste. C'est ton sac, ouais. Et je suis passé avec mon argent comme ça à l'immigration et avec des sous aussi dans mes bottes. Ah bon? Et je partais toujours, quoi. Hein. Donc, je suis arrivé à New York et j'ai dit, je parlais pas un mot d'anglais, je savais qu'il y avait le Plaza Athénée, donc j'ai dit Plaza Athénée parce que j'avais des sous quand même. Okay. Donc, je suis allé au Plaza à New York et de là, j'ai appelé Ducasse qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous, t'es où? Et j'ai dit, ben, New York. Il m'a dit, et lui, c'était le début de Ducasse quand il était à Monte-Carlo. Ok, ouais. Ça tombe bien, j'arrive. Et donc, il est venu à New York. Et on est resté 15 jours ensemble. On a profité parce on se connaissait bien, donc on a fait la fête et tout ça. Et puis après, il est reparti à Monte-Carlo et moi, je suis allé à Watergate Hotel avec un chef qui s'appelle Jean-Louis Paladin, qui est un garçon très connu, qui est décédé maintenant, le pauvre. Et j'ai travaillé pour lui à Watergate à Washington, D.C. Ouais. Et en même temps, à l'école. Et un jour, Ducasse m'appelle et il me dit, Gilles, j'ai un plan pour toi en Californie. Et il m'a dit, c'est un client de chez toi, c'est un Japonais qui vient de racheter l'orangerie et il veut te rencontrer. Et là, j'ai pris l'avion, je suis allé à LA. Et à LA, j'ai pris un hôtel qui était pourri dans un quartier où il n'y avait que des gangsters, ça tirait toute la nuit, on entendait des coups de feu. Et ensuite, j'ai pris le taxi. Tant bien que mal, parce qu'avec mon anglais, j'avais pas d'anglais, donc j'avais un petit truc. Tu as appris sur le tas. Tu avais le dictionnaire pour traduire. Ça, et j'essayais de lire, mais bon, en fait, j'étais sourd et muet, parce que je comprenais rien à l'histoire. Et donc j'ai rencontré Hiro Yamagata, et quand j'ai rencontré Hiro Yamagata, je suis arrivé chez lui, il jouait au tennis avec quelqu'un, la gouvernante m'a dit « Attendez, il va arriver ». J'étais dehors là, il est arrivé, enfin lui il est allé prendre sa douche après le match de tennis et là il jouait avec quelqu'un au tennis qui est arrivé à côté de moi pour boire un verre d'eau et c'était Arnold Schwarzenegger, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Arnold, à la grande époque. Voilà, et après j'ai signé mon contrat avec eux, j'ai eu mes papiers en 24 heures, je suis rentré en France, j'ai eu mon visa en 24 heures pour 5 ans. Parce que là aussi, donc, par rapport au visa, ben, c'est encore actuel aujourd'hui. Il faut une carte verte ou alors il faut quelqu'un te fasse un contrat de travail, quoi. C'est ça. Et c'était avant septembre, donc c'était beaucoup plus facile. Moi, j'ai eu mes papiers en 24 heures parce que j'avais un résumé important, un CV important. Et l'aventure a commencé à l'orangerie comme ça. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi tu es parti? Tu en avais marre de la France? Tu voulais tenter l'aventure ailleurs? Tu voulais qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi les États-Unis? Alors parce que quand j'ai travaillé en Belgique pendant longtemps avec Alain Passard et Pierre Armé. Après avoir quitté Paris, Pavillon des Princes, on a travaillé tous les trois ensemble pour le même groupe en Belgique. Et quand on a décidé quand le groupe a fait faillite, parce que le groupe que l'on travaillait fait faillite, Pierre est parti, est rentré à Paris, Passard aussi, et moi je suis parti aux États-Unis. Je suis déjà parti une fois aux États-Unis, j'étais consultant. Okay. Et donc je suis tombé amoureux des États-Unis et je suis rentré en France. Et après, en 93, j'en ai eu marre. Il y avait eu comment c'était, il y avait eu cette guerre qui avait eu, c'était où déjà la guerre la France était rentrée en guerre, je ne sais où d'ailleurs, au Koweït ou je ne sais, quelque chose comme ça. Enfin moi, les affaires marchaient très bien, il y avait des bombes à Paris, etc. Et j'ai décidé de tout vendre et de partir et d'aller aux États-Unis.
comme ça Donc, tu es un amoureux du rêve américain. Hein. Tu emploies beaucoup ce mot. J'ai lu des interviews de toi dans la presse, etc. Donc, tu vis en fait ton rêve américain. Qu'est-ce qui t'a séduit aux États-Unis? Bah, ce qui me séduit aux États-Unis, c'est la vie, quoi. La vie est bon. Évidemment, il n'y a pas de filet ici, hein, mais en France, pour les chefs d'entreprise comme moi, il n'y avait pas de filet non plus. Donc, Non, non. La vie est différente, surtout en Californie, quoi. On est beaucoup plus près de la nature. La température est fantastique. Mon épouse est américaine et je l'entends qui crie derrière là. Elisabeth. Elisabeth. Donc, en même temps notre show. okay. Donc, la vie est différente ici. C'est beaucoup plus tranquille. Il y a moins de pression qu'en France, même si quand même aux États-Unis la première chose c'est l'argent. L'Amérique, c'est un pays d'argent et un pays de services. Ouais. Donc il faut gagner de l'argent. On gagne beaucoup d'argent. Oui, on paye des impôts, mais on sait qu'il y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Il y a cette liberté aussi d'entreprendre et cette liberté de faire des choses peut-être nouvelles. Comment a été accueillie ta cuisine? Est-ce que déjà, bon, on a une certaine réputation en France, donc tu avais des avantages comme ça par rapport à ton savoir-faire, mais il y a moi j'ai vécu donc aux États-Unis, j'avais 18 ans, il y a quand même une culture particulière. Ils n'ont pas les mêmes goûts que nous en France. Comment tu es arrivé à t'imposer en tant que cuisinier? Alors, tu sais, là, il y a une chose importante, c'est qu'il y a une très grosse évolution de la cuisine aux États-Unis. Ce que tu as connu à ton époque et ce que moi j'ai connu en 93, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même configuration. Les Américains ont appris. Ils ont appris déjà à cultiver les légumes. Ils ont appris à faire du vin, bien évidemment. Comme je dis tout le temps, si l'Amérique était l'Europe, la Californie serait la France. Okay. Pourquoi? Parce que les gens ont une ouverture d'esprit différente. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus proches de la nature parce qu'il y a de l'espace ici. Il y a de l'espace. Moi, j'ai dû améliorer ma cuisine. J'ai dû m'adapter par rapport aux gens qui sont ici. Évidemment, quand on travaille à Hollywood, et surtout quand on travaille dans un restaurant comme l'Orangerie, avec toutes les célébrités, il a fallu évidemment, ils ne peuvent pas manger la cuisine qu'on mangeait chez nous. Donc, il a fallu adapter ma cuisine. Quand je dis qu'elle est californienne, c'est-à-dire qu'on utilise des produits locaux, ouais. Et en plus, on utilise surtout une cuisine à base de légumes, de jus et de légumes. C'est ce qui a fait mon succès en Californie et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Donc, en Californie, on est très porté sur cette cuisine à base de légumes, de vegetables. Et il y a eu ce courant aussi végan que tu as observé hein, depuis quasiment plus de 10 ans. C'est de plus en plus prégnant. Pour toi, c'est quoi? C'est une vraie dynamique ou c'est une mode éphémère? Non. Le courant végétarien, vegan, ça c'est un truc énorme. Aujourd'hui, je pense que les gens en ont ras-le-bol de voir en plus de manger du bœuf. Les gens mangent de moins en moins de bœuf. Nous, on ne mange pas de bœuf à la maison. Les clients mangent de moins en moins de bœuf. Surtout quand on habite à Beverly Hills, quand on travaille à Beverly Hills, la clientèle est énorme. Ils sont très très proches de la nature, donc ils mangent beaucoup de légumes. Et je pense que c'est une question de santé également. De santé, parce que les gens, on sait très bien que le bœuf, c'est pas bon pour la santé. Manger une fois du bœuf par semaine, ça va, mais il y a des gens qui en mangent tous les jours. Donc aujourd'hui, le courant a vraiment changé. Dieu merci. Dieu merci. J'ai lu que tu cuisinais en fait sans beurre ni crème. C'est bizarre pour un Breton quand même que tu. C'est pas anodin quand même. Ben, il a fallu s'adapter. Alors, il a fallu s'adapter. Bon, il y a quand même des plats comme la purée de pommes de terre. La purée de pommes de terre, on sait très bien que c'est bien meilleur avec du beurre. Et la cuisine est bien meilleure avec du beurre, on le sait. Ouais. Bon, moi, j'essaie d'écarter tout ça pour pouvoir justement faire plaisir à mes clients parce que je travaille. La clientèle que j'ai, par exemple, aujourd'hui à Alliance, c'est une clientèle locale. Donc, on a une clientèle de célébrités. L'hôtel dans lequel je travaille est le seul hôtel au monde où il y a autant de célébrités. On a à peu près entre 25 et 30 célébrités mondiales
par jour. Plus les NBA qui sont là, tous les joueurs de NBA qui sont là, qui défilent dans l'hôtel parce qu'ils ont un contrat avec la NBA. Et chaque fois que les Lakers ou les Clippers ils jouent, les équipes viennent ici. Donc, il faut vraiment s'adapter avec une cuisine légère, intéressante, savoureuse, avec des produits locaux, des produits aussi qu'on ne trouve pas chez nous, mais aussi des produits qu'on trouve chez nous. On mange des fraises ici, incroyables. Des fois, je mange des fraises, j'ai dit, on dirait des fraises de Plougastel, c'est de la folie, quoi. Il y a le bio aussi qui est très, très présent en Californie. Très présent. Les gens sont très proches du bio. Ça, c'est important. Nous, on va au Farmers Market, on achète des produits bio. Bon, ça a évolué partout, même dans les supermarchés aujourd'hui. Les produits ne sont plus aussi... avant, ils étaient beaux, ils n'avaient aucun goût. Aujourd'hui, ils restent jolis, mais ils ont du goût. Ça, c'est formidable. Alors, parlons un petit peu star et puis rockstar, si tu veux bien. Donc, j'ai vu, donc, comme je disais tout à l'heure sur ton Instagram, des groupes que j'adore, que je suis depuis que je suis gamin. Comment t'es venu cet amour de la musique rock, hard rock? Je pense on aime à peu près le même style. Ça t'est venu quand? En fait, bon, la première chose, c'est que d'abord, les chefs, c'est des rockstars quelque part, tous. Parce que la visibilité et la façon dont les chefs travaillent et vivent, ben, les rockstars vivent la même chose. Hein, ils vivent de la même façon. Moi, j'ai commencé à aimer la musique. Attends, pardon, je bois un verre d'eau. Elisabeth. Excuse-moi. Moi, j'ai vraiment commencé à aimer la musique parce que quand j'ai rencontré Stash, c'était mon voisin à Los Angeles. Can I have a bottle of water, baby? All right, thank you. Raconte-nous. Donc, je l'ai rencontré. En fait, j'avais pas trop le temps de m'intéresser à la musique au début. Et puis, vivant à Hollywood, quand même, on rencontre beaucoup de célébrités. Et un jour, je revenais de l'école, je cherchais mon fils, et je vois dans le driveway chez nous une voiture qui était à ma place. Et je garde ma voiture derrière et je vois quelqu'un qui était au balcon à la maison. Thank you, baby. Thank you so much. Thanks. Je vois quelqu'un qui était au balcon à la maison. Move away. Ma femme est derrière. Je vois quelqu'un qui était au balcon à la maison et je lui dis, tu peux déplacer ta bagnole là? Et il me fait oui. Il bouge sa bagnole, je remets ma voiture à la place. Et puis je monte à la maison, je départ les cours, je commence à faire la cuisine pour le dîner ce soir. Et il gare sa voiture, il vient dans la cuisine avec moi. Et puis il parle avec moi et j'ai dit, mais c'est pas possible. Ce mec-là, c'est un gangster ou un drug dealer ou un truc comme ça, quoi. Et alors, je lui parle pas, moi, parce que je fais mon truc. Et puis, il vient vers moi, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui dis, j'avais acheté à l'époque du fromage, j'avais acheté du pain poilin, je me rappelle, j'avais acheté du Beaujolais. Enfin, je faisais un dîner français, quoi. Et puis, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Il s'assied à côté de moi, il discute, tout ça. Et il me dit, voilà, on sympathise. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il me dit, je suis musicien. Je dis, ah bon? Et il me dit, qu'est-ce que tu fais comme musique? Et il me dit, oh, t'aimeras pas cette musique, c'est pas ton genre. Ah bon? Bah, puisqu'il me dit ça, moi, je lui pose pas de questions. Je continue à discuter avec lui. On passe 1 heure ensemble. Soit son épouse est en train de discuter avec la mienne dans l'autre pièce. Sa femme s'en va, il s'en va avec elle. Et puis voilà, ça s'arrête là. On discute même pas de ça avec ma femme. 2 ou 3 jours après, il appelle ma femme et il dit, Elisabeth, ton mari, il est vraiment sympa. Elisabeth savait très bien, mais elle savait pas que je savais pas qui c'était. Okay. Donc il dit voilà, je fais un concert à Vegas. Demande à Gilles s'il veut venir avec moi. Je le récupère. On prend un private jet et on va à Vegas et demain matin on rentre.
Elisabeth me dit, elle me dit, Gilles, au téléphone comme ça, elle me dit, Gilles, tu veux parler, Slash, je veux t'emmener à Vegas pour un concert, tu veux y aller? Et moi, je lui réponds, je dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Vegas? J'ai du boulot, moi, je sais pas on est là à Vegas. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Je lui dis, non, non. Et Elisabeth lui dit, non, non, il va pas y aller. Et crac, elle raccroche. Et puis, il s'en va. Et il est très vexé, le mec. Mais moi, je ne sais pas qu'il est très vexé. Donc, la semaine d'après, il rappelle Elisabeth, il dit, Elisabeth, est-ce que je peux avoir le téléphone de ton mari, s'il te plaît? Alors, Elisabeth dit, oui, bien sûr. Et il m'appelle. Il me dit, ah, Gilles, c'est Slash, je suis dans le coin, là, je peux passer te voir? Bah, je dis, oui, passe. Et il passe, et de nouveau, je fais à manger et tout, et à la maison, et il me dit, je peux amener ma guitare? Bah, je dis, bah oui, amène ta guitare. Donc, il faisait la cuisine, il jouait sa guitare tranquillement, on discutait. Et puis, j'avais acheté une barrique de Beaujolais, je me rappelle. On discutait de pinard, on fumait des clopes, on fumait des gitanes ensemble, etc. Parce qu'on ne fume plus maintenant, mais on fumait des gitanes à l'époque. Et on a sympathisé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris la musique avec lui. J'ai appris à aimer le rock'n'roll avec lui. Ok, c'est Slash qui t'a initié à cette musique. Alors, ben ça c'est de l'info, ça. Alors, c'est juste incroyable. Et quand on est rentré à Paris, chaque fois qu'il y avait des rockstars qui venaient, des groupes qui venaient à Paris, ils venaient chez nous manger. Parce que Slash leur avait dit, quand vous êtes à Paris, il faut aller manger là. Et comme c'est un peu le patron entre guillemets, des rockstars dans le monde, ben, il allait chez Gilles. Donc c'est comme ça qu'on a un défilé permanent de rockstars chez nous. C'est un peu Guy les bons tuyaux, Slash, dans le milieu, quoi. Et alors, tu vois, par exemple, on faisait des dîners à la maison. Bon, par exemple, pour Thanksgiving, moi, je me souviens très bien, Doff, il faisait la vaisselle. Moi, je faisais la cuisine. Slash, il jouait sa guitare. Après, Doff, il passait le balai. Tu vois, c'était un truc familial, quoi. On était tous ensemble. C'était cool. D'ailleurs, tu remarqueras aussi que la proximité, justement, avec ces rockstars montre qu'elles sont particulièrement humbles, accessibles, mais vraiment dans l'intimité. Il faut arriver je dirais, à rompre toutes ces barrières de managers, d'agents, etc. Voilà. Moi, j'ai eu dans ma vie des rencontres comme ça, un petit peu, je dirais, inattendues. Et je me suis rendu compte que au plus la personne était connue, au plus elle était humble et accessible. Parce que très souvent, c'est le même problème pour les chefs. C'est le même problème pour les chefs. Ils sont tentés. C'est la même chose. Ouais. Et donc tu apprécies aujourd'hui toutes ces musiques. Tu m'as dit que donc tous les t-shirts que tu as et que tu exhibes fièrement depuis ce confinement t'ont été offerts par Slash alors. Ouais, en fait, dans sa maison, il a une énorme pièce réservée uniquement pour ses t-shirts. Okay. Je sais pas moi, peut-être il a 2-3 000 t-shirts. Donc, au moins, sans compter ce qu'il donne tous les ans. Et voilà, la première t-shirt que je voulais, quoi. La première fois que tu as vu Slash en concert, c'était avec quelle configuration? C'était avec les Guns? C'était avec le Snake Pit? Non, parce qu'en fait, moi, quand j'ai rencontré Slash, il travaillait pas. Donc, okay. Il travaillait pas, il avait quitté Snake Pit, c'était fini. Les Guns, okay. C'était la guerre avec Axl. Et il était pas bien du tout. Donc, c'est pour ça que je le voyais tous les jours. Et après, il y a un truc incroyable, c'est que il a construit Velvet Revolver. Velvet Revolver, exact. Ouais. Donc, on construit Velvet Revolver. Et le nom des Velvet Revolver a été trouvé chez nous à un dîner. Ah bon? Ok. Et tout ça. Et il a dit, j'ai un nom, Revolver. Mais Revolver, c'est déjà pris et tout ça. Et en discutant, je pense que même Elisabeth qui a dû dire Velvet Revolver, et c'est comme ça que Velvet Revolver est né. Alors, ce passage, on peut le retrouver dans la bio de Slash, parce que c'est une bio, en fait, que j'ai terminée il y a juste, peut-être 2 semaines. C'est possible. Elle est très intéressante. On voit que c'est un personnage aussi très intéressant de par son parcours, de par son enfance, de par bien sûr la musique qui jouait avec les Guns. C'était une époque quand même assez particulière. Il y avait un côté très self-destroy dans leur tête, notamment avec Duff.
Ils ont été très proches tous les deux. Moi, je suis un grand fan de Duff. Tu sais que je t'ai envoyé donc le petit Instagram où Duff donc lit mon livre en anglais. Donc pour moi, c'est une grande satisfaction. Surtout que je suis très admiratif concernant leur parcours parce qu'ils sont quand même arrivés à décrocher, je dirais, des addictions, des drogues dures, hein, sur la cocaïne, l'héroïne, le crack, etc. Et donc avec le sport, avec leur amour aussi de la musique, et avec Duff, avec maintenant la littérature aussi, puisqu'il écrit des livres. Est-ce que tu as lu la biographie de Slash et de Duff? Non, non, la biographie de Slash, je la connais parce que je la connais sa vie. Il m'a tout raconté, même ce qui n'est pas dedans, dans le bouquin. Donc, je le connais. Slash, il me disait toujours, le plus difficile de décrocher, c'est de la cigarette. C'est pas de l'héroïne, ça n'a pas été le plus difficile pour lui. C'était surtout la cigarette. Je pense que ça, c'est le plus. Mais ce sont des garçons qui sont très intelligents. Slash est un garçon très réservé. Duff, c'est pareil, ce sont des garçons très réservés, très gentils, très calmes, qui font pas de bruit. C'est pas des. Ils sont très simples. Ils sont très simples. Les gens, ils sont très polis. C'est l'image que les gens ont dans leur tête, c'est pas du tout ça. Ils sont tous comme ça. Hein, les Airborne, c'est pareil. Les garçons des Airborne, je les connais très bien. Ils sont tous très. Quand tu es la première fois que tu as vu Slash donc en concert, tu as écouté sa musique, pour toi en fait c'était une découverte alors ce style musical. Alors je me souviens, je me souviens où c'était la première fois que, non, la première fois que je suis allé je suis sorti avec Slash dans un concert, tous les deux, c'est parce qu'il était invité à House of Blues à Los Angeles. Qui est une des salles de concert très réputées. C'est ça. Et il m'a dit, écoute, je vais à House of Blues, tu veux venir avec moi? Je dis, bon, ok, je veux bien. Il me dit, tu conduis, parce qu'à l'époque, maintenant il conduit bien, mais il conduisait comme un fils, il ne savait pas conduire, donc c'est moi qui conduisais la voiture. Donc on est allé, et moi je ne savais pas du tout, parce que je n'avais pas réalisé que l'immensité de la star, moi je n'avais pas, c'était mon voisin, je le voyais tous les jours. Donc on allait à la piscine, on bouffait, on fumait, on faisait des trucs, on jouait aux cartes, on faisait des trucs, quoi. Et puis, quand on est arrivé au concert, j'ai garé la voiture et là, j'ai vu une bande de gens arriver sur la voiture. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Il m'a dit, t'inquiète pas, les gardes sont arrivés. Et après, ils ont écarté tout le monde. Et là, j'ai dit, ah oui, j'ai compris là. Okay. Là, on ne parle pas d'une star française, on parle d'une star mondiale. Là, c'est pas la même chose. Donc, et puis, peut-être un mois après, il me dit, il y avait le Camp Freddy. C'est un Camp Freddy à Los Angeles. C'est quand plein de rockstars se réunissent et ils font un concert de 2 heures et ils font des charités pour redistribuer l'argent, etc. Donc, c'est là que j'ai vu jouer la première fois à Camp Freddy. Mais ils ne jouaient pas avec les Guns à l'époque. En fait, la première fois que je les ai vus jouer ensemble, c'est avec les Velvet Revolver au studio avec VH1. C'est une chaîne de télé. Ouais. Une chaîne de télé. VH1, quand ils enregistraient pour le processus de travail ensemble avec les Velvet Revolver. Et j'allais avec mon fils parce que Slash avait acheté une guitare pour Olivier, notre fils, pour Noël. Et je ne savais pas la faire marcher, donc on est allé au studio. C'était une mini-guitare, c'était une mini-guitare, exactement la réplique de la guitare de Slash. Et il a dit, mais si elle marche, il a branché, et puis ils ont commencé à jouer. Je dis, bah oui, il l'a réglé. Et voilà. Tu as le bouton volume, tu sais, c'est les Les Paul Gibson, donc tu as les boutons volume pour augmenter le son. En 2017, donc tu as reçu Slash, donc, parce que c'était le concert des Guns N' Roses, donc à Paris, c'est ça? Oui. Tu as vu ce concert, donc est-ce que tu as eu la possibilité d'aller voir ce concert au Stade de France? Ouais, j'ai pas loupé un seul concert, évidemment, parce que si jamais j'allais pas au concert, la première fois qu'ils se sont réunis après 23 ans à Vegas, nous étions à Vegas. Ah, ok. Donc, tu as vu la folie, en fait, de ce groupe, surtout par rapport à la configuration donc, originale, parce que, bon, ils ont fait peu d'albums, ils ont une histoire quand même assez compliquée avec des questions d'ego, hein, donc tu connais toute l'histoire autour de ça. T'as apprécié ce concert? Ah, le chef est parti. Le chef nous a quittés comme ça, soudainement.
Euh, je vais essayer de retrouver la. Ça arrive quelquefois. Il y a des ruptures comme ça il y a des ruptures de communication. Donc mes amis, je vais couper ce live. Mais je pense qu'ils se sont reconnectés. Voilà, je vais le rappeler. Voilà, je l'ai retrouvé. Ça y est, Alors, il y a une coupure là. Ah, tu as eu une coupure. Tu me vois là? Ouais, je te vois, mais là, tu n'es pas dans le cadre, Gilles. Alors attends, bouge pas. Là, je remets. Là, est-ce que je suis dans le cadre là? Bouge pas. Là, j'y suis, non? Tu as piqué les lunettes de Slash aussi. Hein. C'est Slash qui te les a offertes. Gilles, tu nous as bien rendu jaloux, là, en tout cas à moi, particulièrement. J'envie ta proximité avec ce guitariste fabuleux. Je vais te citer quelques noms. Def Leppard, Lynyrd Skynyrd, Ozzy Osbourne, Airborne, Nirvana, Slash, Johnny Cash, Guns N' Roses, Grateful Dead. Tout ça, on le retrouve sur ton Instagram. Et à chaque t-shirt, en fait, il y a une recette. À chaque Donc là, tu nous fais profiter de tes recettes. Donc, tu es le Quarantine Chief, c'est ça? Quarantine Chef, c'est ça, exactement. Donc, on essaie de se faire plaisir. Je fais ça avec mon épouse. On prend on se fait un kiff, quoi. En attendant de travailler. Il y a Elisabeth derrière le portable. Il y a le chef devant avec tous les accessoires dans sa cuisine. Donc, vous êtes dans l'intimité d'un grand chef. Donc, je vous encourage à aller voir les recettes de Gilles. Alors, il y a les quiches, gratin de légumes, poireaux vinaigrette, pain à la française, fondant au chocolat. Bon, il y a aussi des erreurs. Il y a le tartare de bœuf. Bon, voilà. Mais il y a le tartare de bœuf avec le t-shirt d'Ozzy, hein, puisque le Prince des Ténèbres, il fallait une recette saignante. Donc, c'est exactement ça. Tu t'ennuyais chez toi comme ça, confiné, parce que je pense donc tu travaillais pas comme tous les Californiens. Donc, comment t'es venue cette idée? Bah, écoute, là, le truc, c'est que d'abord, quand on est à Hollywood, il faut participer. Moi, on a fait de la télévision avec Elisabeth longtemps. Et ici, notre idée, c'est de faire un programme télé. Et à chaque fois qu'on en parlait justement avec Slash, il disait il faut absolument faire de la télévision. Et Elisabeth a écrit un show, des idées pour faire un show télé. Et juste avant que l'hôtel soit fermé, qu'on devienne, tout le monde passe en quarantaine, on a signé avec une agence qui s'appelle Gersh, qui est une agence d'acteurs. Et qui vont nous représenter pour faire un show télé. Donc, on a commencé à faire ça, notre petit show à la maison. Ça marche très bien, de mieux en mieux. Magnifique. Les gens sont très contents. Et puis, l'idée de mes t-shirts, parce que je trouve que c'est sympa de montrer ma collection de t-shirts en même temps. Et les gens aiment bien. Ça donne un côté rock and roll à notre show, parce que rock and roll, c'est ça aussi. C'est un peu rebelle. Oser ce que les gens n'ont pas osé faire ou différentes. Moi, je cherche pas à donner des cours de cuisine à des chefs ou expliquer des recettes. Je veux que les gens qui soient chez eux et surtout aux Américains qui ne savent pas faire les choses de base parce qu'on leur a pas appris, c'est pas dans leur éducation, puissent se dire tiens, j'ai fait une recette de Gilles, des poireaux vinaigrettes, ça a l'air tout con et 80% des gens ils savent pas le faire. On va faire des artichauts aujourd'hui, par exemple. Des choses très simples qui font plaisir aux gens et qui coûtent pas cher parce que faut bien savoir une chose, c'est que aux États-Unis, il y a des États où les gens n'ont pas à manger aujourd'hui. Ils n'ont pas de légumes. Ils n'ont que des produits secs, des lentilles, des haricots, des pommes de terre. Enfin, le seul produit frais, c'est des pommes de terre. Ils ont rien parce qu'il n'y a pas d'approvisionnement à cause de la quarantaine. Donc, j'essaie de faire plaisir aux gens avec en dépensant le moins possible parce que je m'adresse surtout aux gens qui ont peu d'argent mais qui doivent se faire plaisir aussi, quoi.
C'est tout à fait aussi mon créneau. Tu verras, donc j'ai prévu de t'expédier mes livres. Tu verras que dans les livres, il y a pas mal de recettes avec des choses très simples. Je pars de la base. Moi, je suis un autodidacte. Hein. J'ai pas appris la cuisine, tu vois. Je l'ai appris sur le tas. Mais en travaillant des produits simples, en étant aussi en improvisant, un peu comme la musique, tu vois. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'associer certaines choses et de goûter surtout et de travailler surtout des aliments non transformés. Tu es conscient donc aux États-Unis, il y a beaucoup d'aliments justement transformés et les gens ont un micro-ondes dans leur cuisine et ils savent ils ont un manque culturel par rapport à la cuisine. Ben, on leur a pas appris. On leur a pas appris. Le problème, c'est que les gens, ils ont des belles maisons avec des grandes cuisines et les cuisines sont jamais utilisées. Parce que, d'abord, ils vont manger à l'extérieur tout le temps parce qu'ils ils ont des idées. Des fois, on se demande d'où ça sort. Il y en a qui n'aiment pas l'odeur de la cuisine, d'autres qui n'aiment pas ci, qui n'aiment pas ça. Ils n'ont pas le courage d'aller faire les courses. La vie est différente ici. Ou quelquefois, ils n'ont pas le temps aussi de faire. On travaille beaucoup aux États-Unis, tu le confirmes, hein? Oui, on travaille beaucoup aux États-Unis, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense que les gens reviennent à l'essentiel, c'est-à-dire la famille, la nourriture, la cuisine. Qu'est-ce qui compte le plus que ça? Être en bonne santé, près de sa famille et avoir quelque chose dans l'assiette, et ça permet aux gens, et ça oblige les gens à faire la cuisine. Et ça, c'est bien. C'est aussi pour ça que notre show marche de mieux en mieux et que les gens font mes recettes. Je vois bien, ils me renvoient les photos des recettes, donc je le sais, qui regarde le show. Donc ça, sur le chat, il y a Valérie Delgendre, qui est une fidèle du Hit Club, qui te demande quels sont les plats que tu préfères cuisiner à la maison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient régulièrement? Est-ce que tu as, voilà, même si c'est une petite faiblesse, une gourmandise, ou c'est quoi les plats préférés de Gilles Despiers? Bah, nous, on achète beaucoup de légumes. On a la chance d'être en Californie. Il y a beaucoup de légumes. Donc, on fait beaucoup de légumes. Donc, la dernière fois, Elisabeth me dit, écoute, tu devrais peut-être faire autre chose que des légumes parce que les gens vont nous prendre pour des végans. On n'est pas des végans. On aime les légumes, mais on n'est pas des végans. Non, moi, j'aime beaucoup le chocolat. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sucré. J'ai fait un riz au lait, mais on n'a pas encore fait la vidéo, mais j'ai fait des choses comme ça. J'aime tout. J'aime tout faire. Les plats Pour le riz au lait, par exemple, est-ce que tu peux faire aussi une alternative avec un lait végétal? Est-ce qu'on peut faire un riz au lait avec un lait végétal plutôt qu'un lait de vache ou un lait animal? On peut faire avec du lait de soja, ça marche très bien. Le riz au lait. Oui, ça marche bien. On peut faire. Aujourd'hui, on peut adapter toutes les recettes classiques sont adaptables aujourd'hui pour les gens qui sont véganes. Hein. Bon, nous, on fait végétarien, pas vegan, parce que bon. Moi, je trouve que pour la santé, c'est pas très bon. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont véganes. C'est un peu boring, quoi. C'est un peu chiant comme bouffe. Hein. Écoute, chacun ses goûts. Si on a envie, voilà, de rester végan, il y a des possibilités sans avoir de carence, voilà. Mais je pense que c'est une grande ouverture de la part de chefs comme toi et les autres. Là, on voit donc Arnaud Tabarek, donc s'est lancé aussi dans cette cuisine, je dirais entre guillemets végétarienne. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui à proposer, et donc vous n'êtes pas fermé, vous n'êtes pas, je dirais, obtus, et pour intégrer voilà certaines recettes, faire des versions végétariennes ou végan. On peut très bien adapter des desserts en remplaçant les œufs, en remplaçant le lait, etc. Donc, mais on est bien d'accord. De toute façon, tous les plats à base de viande sont adaptables. En version végétarienne ou végane. Tous avec des légumes. On peut cuisiner par exemple un bœuf bourguignon avec des légumes dans le même esprit que bœuf bourguignon, sans bœuf. On peut, bien sûr. On peut, tout à fait. Je te le confirme. J'ai des tas de recettes dans mon livre, donc j'ai hâte de te l'envoyer pour que que tu le lises, que tu me donnes ton retour. Merci beaucoup, Gilles. L'heure va s'écouler. L'heure s'est écoulée, quasiment. Ça fait 7 heures. Oh là là. Donc, écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec toi. Vraiment. C'est très sincère. Je trouve que tu es un super mec. Et tu nous as fait rêver. Tu as prouvé aussi que même si tu es un grand chef célèbre, tu n'as pas eu peur de faire un live avec moi. Donc, en toute simplicité.
Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est que vraiment ce confinement se termine. Parce que pour retourner aussi chez moi, tu sais, je vis la moitié de l'année à Montréal, Oui, mais par contre, je veux absolument retourner à Los Angeles. Donc, bon, bah, j'ai bien hâte de retourner à Los Angeles et je ne manquerai pas de venir te voir. viens me voir. Moi, je voulais juste dire un petit mot sur les gens on a perdu hier, le rock and roll a perdu un ami très, très cher qui s'appelle Jimmy. Qui était, Oui, j'osais pas t'en parler. J'ai vu cette annonce sur la page. Donc, c'était un créateur de mode aussi. C'était un ancien punk. Tu veux nous dire quelques mots en hommage pour Johnny? Jimmy était d'abord l'ami de tous les rockstars. Il a habillé Iggy Pop, il a fourni des t-shirts de Slash, des t-shirts à tout le monde, toutes les rockstars. Il a un magasin qui s'appelle Annie Moore. Et je vais le porter aujourd'hui, le t-shirt. Et c'était un extraordinaire qui a voyagé. Voilà le t-shirt, le magasin I Need More. C'était un type extraordinaire qui va beaucoup manquer. On voit bien l'hommage rendu par toutes les rockstars aujourd'hui pour Jimmy. C'était un type extraordinaire, quoi. Bon, malheureusement, le coronavirus l'a emporté. Bon, c'est la vie. J'ai lu dans la presse, dans Rolling Stone, en fait, qu'il était décédé d'un cancer. Oui, enfin, il avait un cancer, mais le coronavirus l'a achevé. L'a achevé, malheureusement, il touche les personnes les plus faibles. C'est ça. Voilà. Et il se battait depuis de longues années contre le cancer, comme beaucoup de personnes. On aurait une pensée pour. La maladie l'a emporté. C'est compliqué, quoi. Donc aujourd'hui, il faut espérer qu'on trouve la solution et qu'on puisse tous reprendre notre vie. Mais la vie sera différente aujourd'hui. Et tant mieux, la vie sera différente. J'espère que le monde va apprendre de ce qui s'est passé parce que la prochaine fois, on sera tous morts. Certainement. On va rester positif, mon ami. On va rester positif et tu verras qu'on se rencontrera, toi et moi. Et puis c'est vrai qu'on aura, le monde sera différent. Et on est bien d'accord. Mais ça va pas nous arrêter. Et puis longue vie au rock'n'roll. Exactement. Salut Gilles. Bonjour Elisabeth. À très vite. Salut, merci beaucoup. Salut.